Como decía la charla sobre la armonía secreta del universo. Jean-Philippe Poussin, c'est un spécialiste de gravitation et cosmologie relativiste. Il a reçu plusieurs prix, dont le prestigieux prix Georges Lemaître en 2015. De juin 2013 à juin 2017, il a été le directeur adjoint de l'Institut Henri Poincaré. En marge de sa recherche, il s'est investi dans la diffusion des connaissances et travaille avec plusieurs artistes. Es decir, que Jean-Philippe Poussin es un especialista de gravitación y cosmología relativista. Ha recibido varios premios, entre ellos el prestigioso premio Georges Lemaître en 2015. Y desde junio de 2013 a junio de 2017 ha sido director adjunto del Instituto Henri Poincaré. Además de esta investigación, trabaja mucho en la difusión del conocimiento y el trabajo con la difusión de conocimientos y trabaja con muchos artistas. C'est pour ça, entre autres choses, qu'on l'invite pour ses côtés artistiques. Merci Jean-Philippe. C'est ton tour. Merci beaucoup. Bon, je suis très heureux d'être ici parmi vous. J'ai vu tout à l'heure en arrivant là, ce beau château et puis cette vitalité qu'il y avait. Et puis quand je suis arrivé, c'est Jean-Eudes qui parlait qu'on avait besoin de ses yeux et de ses oreilles. Alors c'est un peu ce que je vais essayer de vous raconter maintenant. Está muy contento de estar aquí y ha tenido la fortuna de nada más llegar al castillo, ver un ambiente amigable y de escuchar a Jean-Eudes diciendo que hacía falta el ojo y el oído. Y precisamente eso es lo que vamos a trabajar ahora. El ojo con las visiones de astronomía y el oído con la música. Alors l'histoire que je vais essayer de vous raconter aujourd'hui, c'est une histoire qui s'étale sur plus de 10 ans et qui a commencé dans une école de CM2 dans une banlieue parisienne, dans une ville qui s'appelle Bobigny. La historia que vamos a escuchar tiene una vida de unos 10 años y que empezó en una escuela de CM2, es decir, una escuela de quinto de primaria. Et j'ai été invité par une fondation pour travailler avec un artiste dans une école, et j'ai travaillé avec un compositeur, et on a étudié un petit peu les relations entre la lumière et le son. Invitado por el director, ha trabajado con un compositor y la relación entre la luz y el sonido. Et au cours de ce travail qui a duré presque 6 mois, eh bien, voilà, il s'est passé quelque chose d'un petit peu inattendu et c'est ça qui a mené à toutes ces recherches un petit peu sur les relations entre l'astronomie, la science, la musique, les mathématiques. Durante ese trabajo de 6 meses pasó algo inesperado y nos lleva a esa relación entre la astronomía, la matemática y la música. Alors partons. Vamos a ello. Vamos. Alors voici, ça c'est une image qui a été prise par le télescope franco-canadien de Hawaï. Una imagen por el telescopio franco-canadiense de Hawái. Ce champ en fait où vous avez aussi bien des étoiles que des galaxies, on voit d'ailleurs même des galaxies qui fusionnent. Vemos en la imagen estrellas y galaxias, algunas de ellas que están en fusión, están fusionando. Alors c'est un champ qui est l'équivalent, si vous preniez une aiguille et que vous la teniez à bout de bras, ce que vous verriez à travers le chat de l'aiguille. Donc c'est vraiment une toute petite zone du ciel. Es una parte muy pequeña del cielo, como si cogiéramos una aguja y por el ojo de la aguja, con el brazo tendido, sería la zona de cielo que estaríamos viendo. Ces images, on en a aujourd'hui beaucoup avec les grands télescopes, les satellites, et c'est à partir de ces images qu'on arrive à comprendre les grandes structures de notre univers et finalement reconstruire l'histoire de l'univers pour comprendre le modèle du Big Bang, par exemple. Tenemos muchas imágenes hoy en día con nuestros telescopios, con nuestros satélites, y son esas imágenes las que nos permiten reconstruir la historia del universo y comprender la teoría del Big Bang. Et alors c'est là que je me suis posé un peu une question, et la question que j'ai posée aux enfants. Vous voyez, toute l'information que nous avons sur notre univers, elle nous vient de la lumière des étoiles, la lumière des galaxies. Viendo esta imagen me vinieron varias preguntas y una de ellas que transmitía a los niños. Aquí vemos mucha información que nos viene del universo y toda ella nos viene a través de la luz. Comment nous représenterions-nous le monde, notre univers, si toute l'humanité était complètement aveugle? Si eso es así, ¿cómo podríamos representar y conocer nuestro universo si toda la humanidad fuera ciega? Donc c'est la question que j'ai posée aux enfants. Vous voyez, c'est une question qui est à la fois complètement concrète. On peut fermer nos yeux et se dire comment est-ce que je me représenterai le monde autour de moi. Et si on réfléchit, c'est aussi une question très très philosophique. Es una pregunta clara para los niños,
pero al mismo tiempo es una pregunta, y además podemos verla, podemos todos cerrar los ojos e imaginar lo que sucede, pero al mismo tiempo es una pregunta con un trasfondo filosófico. Et c'est une question qui est vraiment au cœur de l'autre façon de faire de la science, de faire de la physique, parce que c'est en interagissant avec le monde que l'on peut dire ce qui existe dans ce monde, et qu'ensuite on peut essayer de l'étudier et de l'ordonner. Es una pregunta que tiene que ver claramente con nuestra forma de entender, y más que de entender, de percibir el universo, ya que depende de nuestras formas de captar lo que hay ahí. Donc si nous n'avions pas Dieu, si nous étions tous aveugles, il faudrait trouver une façon d'interagir avec les choses pour savoir comment les tester. Si fuéramos ciegos, tendríamos que buscar una forma de interaccionar con el universo para verlo, para comprobarlo, para estudiarlo. Alors comme vous le savez tous, nous avons 5 sens, la vue, l'ouïe, l'odorat, le toucher et le goût. Todos sabemos que tenemos 5 sentidos. Et chacun de ces sens est associé à un phénomène physique. Les yeux sont liés à la lumière, donc les ondes électromagnétiques. Les oreilles sont liées au son, donc les ondes de pression. Cada uno de estos sentidos está ligado a un fenómeno físico, los ojos a las ondas electromagnéticas, los oídos a las ondas sonoras, es decir, ondas de presión. Le toucher nous permet d'avoir des forces de friction, et puis le goût et l'odorat nous permettent de détecter les molécules de notre environnement. El tacto nos permite ver presión de los objetos, y el olor y el gusto nos permite interactuar y conocer la química de aquello que está alrededor nuestro. Alors ces 5 sens, c'est vraiment l'interface entre le monde extérieur et puis ce que nous sommes capables de concevoir. Donc toute l'image de la réalité que nous allons nous faire, elle dépend de la qualité de ces sens. Elle vous dit ce que vous êtes capable de voir. Esos 5 sentidos es la interfase entre el mundo exterior y nosotros. Según la calidad de esos 5 sentidos, tendremos una percepción u otra de ese mundo. L'histoire des sciences nous a permis, de façon très efficace, de transformer des choses qui étaient invisibles et de les faire devenir visibles. La historia de la ciencia nos muestra muchos ejemplos en los que hemos transformado cosas que parecían invisibles para hacerlas visibles. Alors je vais vous donner 2 exemples. Le premier, c'est un exemple assez simple. Vous savez très bien que vos yeux permettent de voir des objets qui sont peut-être d'une fraction de millimètre jusqu'à quelques kilomètres. On utilise des télescopes pour voir l'infiniment grand, et puis des microscopes de différents types, des accélérateurs de différents types pour voir l'infiniment petit, inaccessible à nos yeux. Por ejemplo, nuestros ojos son capaces de ver ciertos tamaños de objetos, y sin embargo los telescopios nos llevan a ver otros objetos de la misma manera que los microscopios nos pueden llevar a lo infinitamente pequeño, desde lo infinitamente grande a lo infinitamente pequeño. Donc la science, en développant ces prothèses, a permis d'étendre ce que nous appelons réalité. Por tanto, la ciencia, desarrollando estas prótesis, nos ha permitido extender nuestro conocimiento y nuestra percepción. Et ce qui est très difficile, c'est que la réalité que ces outils nous permettent de révéler est très différente de la réalité telle qu'on en a l'habitude. Es claro que la realidad que esos útiles nos desvelan es bien distinta de aquella que habitualmente tenemos alrededor nuestro. Un exemple très simple, si je touche cette table, je vais avoir l'impression qu'elle est lisse et dure. Por ejemplo, tocando la mesa vemos que es lisa y dura. Si je la regarde avec un microscope électronique, je vais voir qu'elle est très rugueuse et qu'elle est principalement vide. La matière est simplement au niveau des atomes. Si la viéramos con el microscopio electrónico, veríamos que es muy rugosa y principalmente vacía. Et donc là, déjà, vous comprenez la difficulté qu'il y a pour les scientifiques de vous faire comprendre les nouvelles idées. Toute la difficulté de la vulgarisation, c'est ça. Parler d'une réalité pour laquelle nous n'avons aucun sens commun et pour laquelle il faut aller au-delà du sens commun. Todo esto tiene que ver con la dificultad de la vulgarización y la divulgación de la ciencia, porque hay que explicar como algo común aquello que no lo es. Alors, ces sens sont limités dans la taille des objets qu'ils peuvent voir, mais ils sont aussi limités dans les couleurs qu'ils peuvent voir. Et ça, on en a parlé tout à l'heure. Vous savez très bien que votre œil permet de voir les couleurs qui vont du violet jusqu'au rouge. Nuestros sentidos también están limitados en los colores, no solamente en el tamaño. Nuestros ojos sabemos que van a poder observar desde el violeta hasta el rojo.
Mais on a découvert principalement à partir du 19e siècle qu'il existait des couleurs comme l'infrarouge, les ondes radio, les ultraviolets, les rayons X. Et nous avons été capables de construire des télescopes qui observaient dans ces couleurs et ensuite de les transformer en des couleurs accessibles par nos yeux, ce qu'on appelle des fausses couleurs. Pero sobre todo a partir del siglo XIX hemos descubierto que hay otras formas de ver los objetos, otra radiación desde los infrarrojos, ultravioleta, rayos X, y hemos puesto falsos colores a esas informaciones para poderlas comprender. Une fois de plus, on a découvert une nouvelle dimension de la réalité qui était inaccessible à nos yeux. Ici, vous avez des exemples d'observation du Soleil dans les différentes couleurs infrarouges, ultraviolets, et vous voyez que la structure du Soleil est différente. Et ça, c'est un des développements de l'astronomie et de l'astrophysique du XXe siècle, c'est d'aller regarder dans ce qu'on appelle le multi-longueur d'onde, de regarder dans des couleurs, même celles qui sont inaccessibles à nos yeux. Es un ejemplo más de observar la naturaleza con otros ojos, de otra forma que no es la accesible, la habitual. Abajo tenemos el Sol visto en diferentes longitudes de onda y además esta es la técnica que se aplica y se extiende a todas las observaciones, acudir a todo tipo de longitudes de onda para conocer esos objetos. Donc si nous étions tous aveugles, ce que nous ferions, c'est que nous inventerions des télescopes et que nous devrions transformer ce que ces télescopes observent en des sons peut-être ou en d'autres signaux que nous serions capables de saisir. Et donc c'est ce qu'on va faire, on va s'amuser à transformer nos observations en sons pour nous faire une image de la réalité. Por tanto, si todos fuéramos ciegos, buscaríamos unos telescopios que transformarían esas imágenes en sonidos o en cualquier otro señal que fuéramos capaces de captar con nuestros sentidos. Y eso es lo que vamos a hacer en este caso, vamos a transformar esas imágenes en música. Donc, il faut quand même faire attention, parce que le son, lui, ne se propage pas dans le vide, or l'univers est principalement vide. Hay que tener cuidado porque el sonido no se propaga en el vacío y el universo principalmente está vacío. Alors ça, on le sait depuis une expérience qui est fameuse. En 1670, le chercheur anglais Robert Boyle, avec ce vase dans lequel il avait fait le vide, où il avait mis une clochette, quand il remuait le vase, on voyait la clochette bouger, mais on ne l'entendait pas. Esto ya se conoce desde el año 1670, en que Robert Boyle hizo una experiencia de hacer el vacío en un recipiente como ese, moverlo, ver que la campana tocaba y sin embargo no se oía. Voilà. Quand on ouvre le robinet, que l'air rentre à l'intérieur du vase, on recommence et là on voit la cloche bouger et on l'entend sonner. Abriendo el grifo para que se llene de aire el depósito, la campana se mueve y ya oímos el sonido. Donc le son ne se propage pas dans le vide, la lumière se propage dans le vide. Por tanto, el sonido no se propaga en el vacío, la luz sí. Donc même si l'on transforme des observations de lumière en son, cela ne veut pas dire qu'il y a du son ou de la musique dans l'univers. Aunque seamos capaces de transformar la luz en sonido, eso no quiere decir que haya sonido en el universo. Alors voilà, on va se donner deux règles, on va être capable d'observer l'univers et on va pouvoir transformer la lumière en son. Et puis si ces sons sont trop graves ou trop aigus pour être entendus par notre oreille, on va pouvoir faire comme pour les fausses couleurs, les transformer en des sons que nous sommes capables d'entendre. Es decir, vamos a transformar luz en sonido, pero al mismo tiempo, si ese sonido fuera no audible por nosotros, vamos a transponerlo, vamos a darle otra forma para poderlo hacer audible. Alors c'est ce que j'ai fait avec ces enfants dans cette classe, et puis ensuite la fondation qui nous avait invités, Eddie Ladoire, qui était le compositeur, et moi-même, nous a dit allez-y, composez quelque chose avec cette méthode. Es el trabajo que ha surgido de este proyecto con los escolares y el compositor Eddie Ladoire, Oui. que es el que ha trabajado ahí, ha dicho, o sea, finalmente la institución ha dicho, venga, adelante. Et donc ça a donné naissance à ce projet qui s'appelle Vostok. Y dio nacimiento a este proyecto que se llama Vostok. Et dans ce projet, on a utilisé beaucoup d'observations astrophysiques, on a utilisé des théories mathématiques pour faire des banques de sons, et à partir de ce catalogue de sons, eh bien, on a composé un voyage qui dure à peu près une vingtaine de minutes à l'intérieur de notre galaxie. Se han utilizado muchos eventos astronómicos, muchos casos que hemos transformado en sonido y hemos preparado un viaje galáctico que dura unos 20 minutos.
cette composition s'écoute à l'intérieur d'une cabine, le son est spatialisé. Et ce qui est important, c'est que vous avez des sons aussi de basse fréquence que vous n'entendez pas avec votre oreille, mais que vous allez ressentir dans votre corps comme des vibrations. Es una composición que se escucha en una cápsula aislada como esa, en la que hay sonidos de baja frecuencia que no oímos, pero que sentimos en nuestro cuerpo. Donc ça a été le début de ma réflexion sur les relations entre la musique et l'astronomie. Et en cherchant, je me suis rendu compte qu'en fait, ces relations étaient très très anciennes. Esta fue mi primera relación entre la astronomía y la música, pero una vez trabajando en ello y buscando me he dado cuenta que es una relación desde hace ya muchos años, muy antigua, muy antigua. Alors moi, quand j'étais à l'école et que j'étais petit, je me rappelle que les professeurs en français et en philosophie nous disaient toujours « Si vous voulez faire une bonne dissertation, il faut toujours commencer par une bonne citation ». Cuando estaba en la escuela, en institutos, en el colegio, sobre todo los profesores de filosofía decían si quieres hacer una buena disertación hay que empezar por una buena cita. Alors, qui de mieux si on veut après classifier? C'est vrai que si on commence par une citation de Platon, alors tout de suite c'est plus 5 points, ça c'est sûr. Si la cita además es de Platón, seguro que tenemos 5 puntos de más. Et donc j'ai trouvé cette citation de Platon dans La République qui nous dit qu'il y a une relation entre ce qu'il va appeler les mouvements harmoniques et la musique, entre l'astronomie et la musique. Y he encontrado esta cita de Platón en La República, en la que nos dice que hay una relación entre los movimientos armónicos y la música, es decir, entre la astronomía y la música. Il dit même que la musique et l'astronomie sont deux sens sœurs. Incluso dice que son dos ciencias hermanas. Alors ça, tout de suite, ça vous pose une question. La musique, une science, et puis quel rapport avec l'astronomie? Y eso hace pensar, ¿la música una ciencia y qué relación con la astronomía? Alors heureusement, il nous donne une piste parce qu'il nous dit que ça, eh bien, on le doit aux pythagoriciens. Donc il nous dit même où commencer pour comprendre cette relation. En la cita nos dice que esto viene de los pitagóricos, por tanto sabemos por dónde comenzar. Alors on doit suivre simplement l'invitation de Platon, on doit aller voir Pythagore. Siguiendo la cita de Platón, vamos a ver a Pitágoras. Alors Pythagore, même si vous n'êtes pas mathématicien, vous avez tous souffert Pythagore quand vous étiez petit, en particulier à cause d'un fameux théorème sur les triangles rectangles. Aunque no seamos matemáticos, todos hemos sufrido Pitágoras solamente por su teorema del triángulo rectángulo. Pythagore est un philosophe assez étrange. Il a créé toute une école de pensée. Il était à la fois philosophe, mathématicien, et il est né 570 avant notre ère dans l'île de Samos, vous voyez, sur les côtes de ce qu'on appelle aujourd'hui la Turquie. Pitágoras era un filósofo muy particular que nació en el siglo VI a.C. en la isla de Samos. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'il y a énormément de légendes qui entourent Pythagore. Hay muchas leyendas alrededor de Pitágoras. Et parmi cette légende, il y en a une qui va nous donner ce lien entre musique et mathématiques et astronomie aussi. Y hay una de ellas que nos va a dar esa unión entre música, matemáticas y astronomía. On raconte que Pythagore se baladait dans son île de Samos et qu'il serait passé devant la boutique des forgerons et qu'il aurait observé les forgerons qui tapaient avec leur marteau sur les enclumes. Cuenta que Pitágoras estaba paseando, pasó delante de la forja y vio cómo el herrero golpeaba con el martillo sobre el yunque. Il aurait remarqué que les sons émis par les enclumes dépendaient de la taille des enclumes. Se dio cuenta que el sonido emitido por este golpe del yunque dependía del tamaño del yunque. Il aurait même demandé aux forgerons d'échanger leurs marteaux pour vérifier que ce n'était pas dû à la force des forgerons, mais bien à la taille des marteaux et des enclumes. Pidió al herrero de cambiar de martillo para ver si dependía de la fuerza del herrero o más bien de la forma del yunque y del útil. Et en rentrant chez lui, il se serait posé la question d'essayer de comprendre ce lien, et pour cela, il va faire toute une série d'expériences. Y volviendo a casa dijo, esto hay que entenderlo y por tanto vamos a hacer experiencias. Bien sûr, je vous rappelle, tout cela est une légende. Pero atención, no es más que una leyenda, ¿eh? Pour autant, on trouve dans un texte ici du XVe siècle une gravure qui représente Pythagore. En este grabado del siglo XV está representado Pitágoras. En haut à gauche, vous avez Pythagore qui observe les forgerons. Arriba a la izquierda observando al herrero.
Et puis ensuite, Pythagore qui fait des expériences avec des cloches, avec des verres plus ou moins remplis d'eau, avec des cordes plus ou moins tendues. Vous voyez, on a des masses plus ou moins grandes qui tendent les cordes, avec des flûtes plus ou moins longues. Y 3 cuadrados en los que vemos Pitágoras haciendo experiencias, campanas más o menos grandes, vasos más o menos llenos, flautas más largas o más pequeñas y cuerdas más tensas o menos tensas con pesos de mayor o menor peso. Et ce qui est important, il faut remarquer que partout il y a des chiffres 2, 4, 8, 16, 12. Donc on essaye de quantifier avec des mathématiques la nature du son. Y es importante ver que hay cifras, intentamos cuantificar con las matemáticas la naturaleza del sonido. J'en profite pour faire remarquer quelque chose qui pour moi a été un mystère pendant des années. Vous voyez le nom de Pythagore, il est écrit à chaque fois de façon différente. Algo que me ha extrañado siempre es por qué el nombre de Pitágoras estaba escrito de forma distinta. Alors ça m'a complètement étonné parce que moi, encore à l'école, quand j'étais petit, on me disait si tu ne sais pas écrire un mot dans une dictée, tu l'écris toujours de la même façon pour avoir qu'une seule faute. Algo que me ha extrañado porque, por ejemplo, en la escuela cuando hacíamos dictado, si no sabías cómo se escribía una palabra, pues escríbela siempre igual y de esa forma solo haces una falta. Alors, je faisais cette plaisanterie, puis un jour, dans une conférence, il y a un monsieur qui est venu voir, il était historien à la Sorbonne, et il m'a expliqué en fait, et il m'a dit, vous savez, dans la tradition du Moyen-Âge, quand le nom de quelqu'un change, ça veut dire que cette personne elle-même est en train de changer. Et en fait, ce que l'on voit ici, c'est qu'en faisant des expériences sur le monde, notre compréhension du monde change, et nous-mêmes nous changeons. En una conferencia que di, un historiador me explicó que en los grabados de la Edad Media, cuando el nombre cambia, quiere decir que la propia persona está cambiando. Lo que quiere decir aquí que las experiencias hacen que esa persona aprenda y por lo tanto esa persona está cambiando y de ahí que tenga un nombre distinto. Alors je vais essayer de vous expliquer sur un exemple très simple ce que Pythagore a compris. Et pour cela, je vais prendre simplement une corde, comme une corde de guitare, que l'on va faire vibrer. Vamos a intentar explicar un poco una de las experiencias que hizo Pitágoras con una cuerda de guitarra. Si vous prenez une corde, vous la faites vibrer, cette corde va osciller et on appelle fréquence le nombre de fois que la corde vibre en une seconde. Si hacemos vibrar una cuerda, y vamos a llamar frecuencia al número de oscilaciones que da esa cuerda en un segundo. L'unité qu'on utilise pour décrire la fréquence, c'est le hertz. La unidad son los hercios. Donc si vous dites qu'une corde fait du 440 hertz, qui est le La en musique, ça veut dire qu'elle oscille 440 fois en une seconde. Es decir, una cuerda que oscila con 440 hercios, que es el La en música, significa que hace 440 oscilaciones por segundo. Nous avons une corde, elle vibre, elle émet un certain son, elle a une certaine fréquence. Maintenant, que se passe-t-il si par exemple, je mets mon doigt au milieu de la corde, c'est-à-dire que je réduis la longueur de la corde par un facteur 2? Si tenemos esta cuerda que está vibrando a esa frecuencia, pero ponemos un dedo en medio de la cuerda, vamos a reducir su longitud a la mitad. ¿Qué es lo que pasa? Ce que Pythagore va comprendre, c'est que si la corde a une longueur qui est divisée par 2, la fréquence va être multipliée par 2. Elle va vibrer 2 fois plus rapidement. Pitágoras llega a comprender y a descubrir que si dividimos la longitud por 2, la frecuencia aumenta al doble, es decir, esa cuerda va a vibrar el doble de veces por segundo. Et si vous jouez les deux notes, que l'on va appeler une octave, donc deux notes qui ont des fréquences doubles, eh bien ces deux notes, si vous les jouez ensemble sur n'importe quel instrument, vous allez avoir l'impression que ça forme un accord consonant. Estas dos notas, que si las tocásemos al mismo tiempo, es lo que llamamos una octava, vemos que hacen un acorde que es agradable, que es... Donc voilà, on a déjà une relation entre deux notes qui forment un accord. Cet accord est consonant et il est lié à une fraction très simple, 1 demi, 1 divisé par 2. Por tanto, tenemos ya una relación entre dos notas, que fue un acorde consonante y que tiene una relación 1 a 2. Ça va jusqu'à là pour les maths? On va faire un peu plus difficile. Donc la question c'est, est-ce qu'il y a d'autres endroits où on peut mettre son doigt, couper la corde et encore avoir des couples de notes, donc des accords qui sont consonants, qui forment une sorte d'harmonie? Hasta ahora las matemáticas han sido fáciles, hemos dividido por 2, vamos a hacerlo un poco más difícil y vamos a intentar buscar otros sitios de la cuerda donde encontremos acordes que tengan la misma característica.
Alors, ce que va comprendre Pythagore avec ses expériences, c'est que si on coupe la corde aux 2/3, on va avoir une quinte, et si on la coupe aux 3/4, on va avoir une quarte. Et ces accords, l'octave, la quinte, la quarte, ce sont des accords harmonieux. Si on les joue sur un piano, même si on n'est pas musicien, ça sonne toujours bien. Lo que Pitágoras va a descubrir es que si la longitud de la cuerda pasa a ser 2/3, en vez de una octava, hacemos una quinta. Si son 3/4, hacemos una cuarta. Y lo que vemos es que si tocamos esos acordes con el piano, hacen un acorde que es agradable, que es armonioso. Donc vous voyez, déjà, il y a quelque chose de très profond, même en termes de démarche scientifique. Pythagore a observé un phénomène, il a ensuite essayé de faire des expériences pour arriver à une mathématisation du phénomène. Et là, on va voir que ça va même encore plus loin, parce que si je prends une corde, que je la coupe aux 2/3 pour faire une quinte, et qu'ensuite ce 2/3 je le coupe aux 3/4 pour faire une quarte, alors là j'ai une opération, j'ai pris une quarte 3/4 et ensuite une quinte 2/3, et je vois que j'obtiens une octave. Donc on aurait comme des mathématiques derrière la musique. Desde el principio vemos un razonamiento científico en el cual de una observación hacemos una serie de experiencias, usamos matemáticas para cuantificar esas experiencias e incluso vamos más allá porque esos 2/3 los podemos combinar con los 3/4 y llegar a relaciones matemáticas. Et en fait, cette relation, ça va être un peu le départ de toute une tradition, une relation entre les mathématiques et la musique. Y estos ratios, estas relaciones son básicas desde siempre entre las matemáticas y la música. Et ce que va comprendre Pythagore, c'est qu'à partir de cette façon de découper les sons avec des fractions, on va pouvoir créer ce qu'on appelle une gamme, c'est-à-dire un ensemble de notes qui va être la base d'un langage musical. Sí, Pitágoras va a darse cuenta que si usamos ese lenguaje de fracciones, podemos dividir el sonido en una gama, es decir, un grupo de notas armonioso y... Et en fait, définir une gamme, ça a été quelque chose de très très difficile. Et depuis Pythagore, beaucoup de mathématiciens, comme Léonard Euler par exemple, se sont attachés à essayer de définir les notes de la gamme de musique. Definir una gama ha sido una tarea ardua, difícil, y ha habido grandes músicos y matemáticos que han estado trabajando conjuntamente para hacer esas definiciones. Et donc vous voyez même ce que dit Leibniz, il nous dit en fait que toute personne qui fait de la musique, en fait, est en train de faire un exercice secret de mathématiques. Vous imaginez si on disait aux enfants qui commencent à apprendre la musique, en fait, ils sont en train de faire des mathématiques, ça serait catastrophique. Leibniz llegaba a decir que todo el que hace música está, sin darse cuenta, está contando, es decir, está haciendo un ejercicio matemático, pero de una forma secreta. Podemos imaginar, si le decimos a los niños que hacen música, que en realidad están haciendo matemáticas. Donc voilà, Pythagore a fait une observation, il a fait des expériences, il a mathématisé et il a utilisé ce qu'il a trouvé avec les mathématiques pour créer un langage. Et ça, ces 4 étapes sont exactement les étapes de ce que nous faisons en sciences. Pitágoras entonces ha hecho una observación, ha hecho unas experiencias, ha encontrado unas relaciones matemáticas y ha establecido unas reglas. Estos son los 4 pasos propios de cualquier pensamiento científico. Mais parfois, c'est vrai en art et c'est vrai en science, quand les choses marchent trop bien, on a tendance à y voir comme quelque chose d'un peu, comment dire, peut-être divin ou autre chose. A veces incluso cuando vemos que las cosas quedan tan bien, pues nos al final le lleva a una especie de misticismo. Et ce mysticisme est incarné par cette figure, cet ensemble de points qu'on appelle le tétractys. C'est un ensemble de 10 points qui sont rangés sous un triangle, vous voyez, avec 1 point, 2 points, 3 points et 4 points. Ese misticismo lo podemos representar con esta figura, el tetractys, en el que tenemos 1, 2, 3 y 4 puntos en diferentes niveles. Alors vous voyez, 1 plus 2 plus 3 plus 4 égale 10. 10, c'est le nombre parfait. Et si vous prenez le rapport de la première sur la deuxième ligne, 1 sur 2, c'est l'octave. La deuxième ligne sur la troisième, 2 sur 3, c'est la quinte. Et ensuite, la troisième sur la quatrième, 3 sur 4, c'est la quarte. Hay algo mágico en esos números porque 1 más 2 más 3 más 4 es igual a 10, un número redondo, un número... Y además, si hacemos la relación de un piso al otro, pues 1 entre 2 es una octava, 2 entre 3 es una quinta, 3 entre 4 es una cuarta.
comme ces accords étaient des accords harmonieux, on a l'impression, et c'est ce que va dire Pythagore, que ceci est l'explication finalement de tout l'univers. La science, le questionnement de la nature, nous a révélé cette figure qui est presque parfaite et qui est le mystère au cœur de l'univers. Como esta figura es armoniosa y nos sirve para explicar, Pitágoras llega a decir que esto nos explica el universo entero. Ça va aller tellement loin que cette figure, on va la retrouver mais partout dans l'art, partout dans la littérature, depuis cette époque-là jusqu'au Moyen-Âge. Es algo que va tan lejos que desde esta época de la antigua Grecia hasta la Edad Media se encuentra esta figura en muchísimos grabados y pinturas. Vous connaissez cette peinture, d'accord? Esta pintura la conocen. Raphaël, 1510. Vous avez tous les philosophes de l'école grecque. Celui qui nous intéresse, c'est celui qui est à gauche, c'est Pythagore avec le petit enfant qui a cette ardoise. Es una pintura de Rafael del 1610 y nos interesa la figura que hay a la izquierda abajo, que es Pitágoras, que está junto a un chico con una pequeña pizarra. Si on fait un zoom sur l'ardoise, voilà ce que l'on voit. Si miramos hacia la pizarra, vemos esto. Qu'est-ce que vous reconnaissez? ¿Qué se ve? Ah, très bien. Vous avez le tétractys qui est ici. Voilà, ici. El tetractys ahí abajo. Okay. Et ce diagramme-là, en fait, que je ne vous ai pas expliqué, c'est toute la structure de la gamme de Pythagore. Y la estructura de arriba, que es la estructura de la gama de Pitágoras. Donc vous voyez, il est caché au cœur de cette œuvre pour rappeler que c'est vraiment ça la notion de l'harmonie selon les Grecs. Aunque está escondida dentro de todo este cuadro, pero es la verdadera noción de la estructura para los griegos. Alors ça va aller tellement loin qu'on va arriver à cette notion qu'on appelle l'harmonie du cosmos. Y vamos a llegar incluso a otra noción más allá, de que es la armonía del cosmos. Ça veut dire qu'on va partir de cet exemple et se dire ça marche tellement bien que toute chose qui peut être mesurée doit en fait pouvoir s'exprimer aussi en fonction de rapports de nombres très simples, 1 sur 2, 2 sur 3 et ainsi de suite. Que toute chose en fait est nombre, qu'au cœur de l'univers, la chose importante, c'est le nombre. Y llega tan lejos para poder llegar incluso a afirmar que todo es un número. Cualquier estructura se puede explicar con números, todo es número, decía Pitágoras. Alors, il y a 2 mots importants dans ce point. Il n'y a que 2 mots finalement, l'harmonie du cosmos, il y a le mot harmonie et le mot cosmos. Y además hay 2 palabras, armonía y cosmos. Vous connaissez le mot cosmos? Tous? Vous connaissez tous les sens du mot cosmos? ¿Conocen el sentido de la palabra cosmos? Alors le premier, cosmos, c'est l'ordre qui est opposé au chaos. Cosmos es el orden que se opone al caos. Le deuxième, c'est comme dans cosmonaute, donc espace, cosmologie. El otro tiene que ver con cosmonauta, con cosmología, con espacio. Voilà, et puis quelqu'un le disait ici, c'est aussi le même racine que dans cosmétique, donc le mot beauté. Y también tiene la misma raíz que cosmética, belleza. Et la question est de savoir pourquoi est-ce qu'on a choisi ce même mot pour parler de beauté et pour parler de l'espace. ¿Por qué utilizamos la misma palabra para hablar de la belleza y del espacio? Encore une légende, on raconte que Pythagore aurait choisi ce mot parce qu'il qualifiait les bijoux des femmes grecques. Il aurait dit que l'émotion qu'il avait en regardant le ciel était la même qu'il pouvait avoir en regardant une femme qui avait ces beaux bijoux. Hay una explicación diciendo que Pitágoras sentía la misma emoción mirando el cielo que observando las joyas sobre una bella mujer. Bon, c'était à l'époque des Grecs, donc c'est peut-être plus politiquement très correct de dire ça aujourd'hui. Actualmente no es muy políticamente correcto, pero estamos en la época de los griegos. Néanmoins, ça rappelle quelque chose d'important, et vous êtes, la plupart d'entre vous, des astronomes amateurs, c'est l'émotion que l'on a en regardant le ciel. Pero hay algo importante, y para todos nosotros, astrónomos aficionados, que es la emoción que descubrimos mirando el cielo. Et peut-être que c'est là le point de départ pour toute relation entre l'art et la science. La science regarde le monde avec beaucoup d'attention pour dire comment il est. Este es posiblemente un punto de arranque de esa, entre el arte y la ciencia, como la ciencia busca cómo explicar la belleza en la naturaleza. Et l'artiste pose aussi la question de savoir quelle est sa relation au monde, qu'est-ce qu'il fait dans ce monde, qu'est-ce que ce monde veut dire pour lui. Y el artista está buscando la relación de ese mundo, qué significa para él. Et en fait, quand le scientifique et l'artiste se rencontrent, ils peuvent parler du monde, de cette qualité très importante qui est la curiosité.
científico y artista, cuando se encuentran, pueden hablar del mundo y de una característica muy importante que les une, que es la curiosidad. Et la curiosité, dans son sens étymologique, c'est caritas. Caritas, c'est le soin que l'on porte au monde dans lequel on vit. Curiosidad, que desde el punto de vista etimológico es caritas, es decir, el cuidado que tenemos con el mundo. Alors le deuxième mot, c'est harmonie, et c'est aussi un très très joli mot. Vous savez qu'on parle d'harmonie en musique, on parle d'harmonie en mathématiques. Si on regarde un peu dans la littérature grecque, on trouve une très belle explication chez Homère. Armonía es otra palabra muy importante que se puede hablar en varios conceptos, y si acudimos a la literatura de Homero podemos también encontrar definiciones de armonía y conceptos de armonía. Dans l'Odyssée, Homère nous dit qu'au moment où Ulysse construit son radeau, il prend des rondins, il les attache ensemble, et en fait, pour dire attacher, il utilise le mot harmoniser. En una experiencia de la Odisea, utiliza para unir ciertos elementos la palabra armonía. Donc en fait, avec cette idée, harmoniser, c'est prendre des objets, les mettre ensemble, mais que le tout soit plus que l'assemblage de ces éléments. Y se utiliza el concepto armonizar, es decir, unir objetos diferentes para hacer un conjunto global que sea mejor, que tenga mejor que cada pieza individual. En musique, quand vous jouez un accord harmonieux, les sons vont bien ensemble, ce qui fait que cet accord est plus que la superposition des notes qui le composent. En música, componer un acorde armonioso quiere decir que ese conjunto de notas aporta algo más que las notas individuales. Donc pour Pythagore et tous ces Grecs, l'univers serait un peu comme un instrument bien harmonisé. C'est l'harmonie qui fait que le cosmos, l'ordre, reste ordonné. Por tanto, para Pitágoras y muchos griegos de la época, el universo era la armonía. J'ai déjà oublié ce que j'ai dit, mais le fait que l'univers, c'est l'harmonie qui fait que le cosmos reste ordonné. La armonía es lo que consigue que el cosmos se mantenga ordenado. Et donc ce qui va se passer, on va arriver à cette idée que le système solaire, puisque l'univers à l'époque était simplement notre système solaire. En aquella época el universo no era nada más que nuestro sistema solar. On pensait même que la Terre était au centre du système solaire. Et on va se dire, comme tout est nombre, la taille des orbites des planètes doit être dans le même rapport que l'octave, la quinte, et ainsi de suite. La Tierra era el centro de ese sistema y, como todo tenía que estar en orden, las relaciones entre las órbitas tenían que estar de acuerdo con esas octavas, quintas, tercias. Et donc le système solaire devrait être comme une grande lyre, comme un instrument de musique cosmique. Y el sistema solar, el mundo debía de estar ordenado como un sistema musical. Alors Platon, dans le Timée, décrit le philosophe qui regarde le système solaire, et sur chacune des planètes, il y a des muses qui jouent de la musique, et donc chaque planète est associée à un son qui est en relation avec la taille de son orbite. Platón describe en un libro cómo el sistema, los planetas están asociados a una nota musical y cómo suenan según su tamaño. Alors cette idée, elle a traversé toute la philosophie jusqu'à aujourd'hui, mais pourtant il y a des gens qui ont beaucoup douté de cette idée. Es una idea que todavía se mantiene y hay gente que la ha utilizado para muchas cosas. En particulier, Aristote dit, mais moi, cette musique, je ne l'entends pas. Pythagore dit que les planètes... Trayectoria. Et en fait, son but est d'associer à chaque planète, non plus une note, mais une petite mélodie. Al final, dice que en lugar de añadir una nota a cada órbita, lo que quiere añadir es una pequeña melodía a cada planeta. Mais ce qui est important, c'est que c'est dans ce livre que Kepler dérive ce qu'on appelle les fameuses lois de Kepler, que toute personne qui commence à apprendre un petit peu l'astronomie apprend quand il est peut-être en terminale ou en première année d'université. Y es interesante y curioso porque en ese mismo libro que asocia esas notas es donde también se describen las famosas leyes de Kepler que todos hemos estudiado.
Et donc il donne des petites phrases musicales pour chacune des planètes. Et il dit, moi je ne suis pas musicien, chacun peut en faire ce qu'il veut. Describe aquello y él dice que él no es músico, que cada uno puede hacer lo que le parezca. Mais il fait quand même quelques commentaires très drôles. Par exemple, pour la Terre, dans cette notation un peu bizarre, la planète Terre jouerait les notes mi, fa, mi, fa. Y hace ciertas anotaciones un tanto curiosas y para la Tierra le añade notas mi, fa, mi, fa. Et il note dans la marge, ce n'est pas étonnant parce que sur Terre, nous allons toujours de miseria en féminin. Y dice que es normal porque en la Tierra tenemos miseria y famina, y hambre. Voilà, c'est Kepler. À partir de là, il y a beaucoup de compositeurs qui se sont appropriés ces thèmes et qui ont écrit à partir de ces thèmes. A partir de ese momento, muchos compositores se han acogido a ese asunto y han escrito muchas obras. Alors parfois, en les détournant un petit peu, par exemple dans Jean-Baptiste Lully, eh bien, le Soleil, c'est Louis XIV et les planètes, ce sont les ministres qui lui tournent autour. En ocasiones dándole un giro, porque el caso de Jean-Baptiste Lully, ahí el Sol es Luis XIV y los planetas los ministros. Alors dans son ouvrage, Kepler remarque même qu'il y a un petit problème, c'est que les notes, eh bien, ce sont des fréquences bien distinctes, alors que les planètes, la vitesse des planètes change de façon continue. Et il dit même, on devrait pouvoir changer les notes de façon continue. Como los planetas cambian de velocidad de una forma continua, no a saltos, comenta que habría que ser capaces de cambiar la música también de una forma continua, no a saltos. Alors ça, on a été capable de le faire parce qu'avec les développements de la musique électronique, eh bien, on peut changer les fréquences de façon continue par des ordinateurs, par exemple. Actualmente, con la música electrónica y con la ayuda de los ordenadores, eso es posible, modificar la frecuencia de forma continua. Et donc ces mélodies-là ont été finalement réutilisées au XXe siècle par des compositeurs de musique électronique et électroacoustique. Y hay melodías de ese tipo que han sido utilizadas en el siglo XX por compositores de música electrónica. Donc voilà, tout ça, ça vous donne simplement cette relation un petit peu historique entre astronomie et musique. Hasta ahora hemos visto la relación histórica entre astronomía y música. Mais ça ne nous parle pas de notre univers à nous, tel qu'il est, tel qu'on l'observe. Pero no hemos ido todavía a ese universo nuestro tal y como lo observamos. Alors peut-on parler de notre univers en musique et puis est-ce que l'on peut apprendre quelque chose de ça? Si pudiéramos hablar de nuestro universo en música, ¿aprenderíamos algo de él? Donc ce que je vais faire, je vais prendre deux exemples pour vous montrer comment on peut étudier un phénomène astrophysique en musique, le transformer en son et puis voir comment est-ce qu'on pourrait l'utiliser. Vamos a ver dos ejemplos en el que cogemos un fenómeno astrofísico, lo transformamos en música y vemos qué podemos sacar de ello. Alors d'abord, on va commencer par les rythmes. Empezamos por el ritmo. Alors les rythmes ont été découverts en 1967 dans l'univers. El ritmo fue descubierto en 1967 en el universo. Alors en 1967, à l'université de Cambridge, il y a une jeune astronome qui fait sa thèse, elle s'appelle Jocelyn Bell. En la Universidad de Cambridge, un joven astrónomo, Jocelyn Bell, que hacía su tesis doctoral. Et dans sa thèse, son but est de développer un radiotélescope, ces genres de grandes antennes capables de détecter les ondes radio. Tenía que desarrollar en su tesis un gran radiotelescopio, una gran antena. Et elle va découvrir en 1967 un signal très très particulier, comme un rythme très très précis. Y descubre en 1967 una señal con un ritmo muy preciso. Elle n'arrive pas tout de suite à convaincre son directeur de thèse, il va lui falloir presque un an, être capable d'observer de nouveau ce signal, d'en détecter un second. No consigue al principio convencer a su director de tesis, le hace falta un año para hacerle ver que ahí había algo. Le problème, c'est qu'elle était capable de détecter des signaux qui avaient une fréquence très grande, tac, 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 mais qui étaient très puissants. Era un instrumento que era capaz de detectar señales muy tac, 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 pero al mismo tiempo muy potentes. Eh oui, c'est difficile, hein. Mais c'est agréable. Si un objet émet beaucoup d'énergie, c'est que cet objet, quelque part, est assez gros, mais s'il émet un signal rapide, peut-être en tournant sur lui-même, c'est que cet objet est petit. Si un objeto emite una señal muy potente, probablemente sea un objeto muy grande. Pero si la emite con un determinado ritmo,
igual resulta que puede ser todo lo contrario, muy pequeño pero que rota muy rápido. Donc comment pouvait-on avoir un objet qui était à la fois gros et petit? C'était ça le problème qu'avaient les scientifiques à l'époque, parce que cette découverte ne faisait pas sens du tout par rapport à ce qu'ils connaissaient de l'astrophysique. Por tanto, claro, este descubrimiento no tenía ningún sentido para lo que se conocía en astrofísica, como un objeto podía ser al mismo tiempo grande y pequeño. Alors, à la fin des années 60, c'est une époque assez particulière, en particulier en Angleterre. C'est l'époque où Stephen Hawking commence sa thèse, où Roger Penrose commence à travailler sur la relativité. Et on comprend que dans le cadre de la relativité générale, il peut exister des objets qui sont gros. Vas-y. Era una época, los años 60, en la que Stephen Hawking empieza a hacer su tesis, en la que Penrose hace también sus trabajos. Et ils vont comprendre que la relativité générale permet d'avoir des astres qui sont gros par leur masse, mais petits par leur taille. Y que la relatividad general permite que haya objetos grandes por su masa, pero pequeños por su tamaño. Et ces objets, on les appelle des pulsars, et aujourd'hui on sait que ce sont des étoiles à neutrons. Y son objetos que en aquel momento se le llamaron púlsares, y hoy sabemos que son estrellas de neutrones. Alors une étoile à neutrons pourrait être une étoile qui a la même masse que le Soleil, mais qui a un rayon de 10 km plutôt qu'un rayon de 700 000 km. Una estrella de neutrones, por ejemplo, con la masa del Sol, pero con un diámetro de 10 kilómetros. Donc l'état de la matière à l'intérieur de cette étoile à neutrons est très différent de la matière ici. Elle est vraiment presque comme dans les noyaux atomiques. El estado de la materia es totalmente distinto de lo que estamos acostumbrados a manejar y muy parecido a los núcleos atómicos. Ces étoiles se sont formées à partir d'une étoile comme le Soleil en s'effondrant sur elle-même, et comme leur taille a diminué, elles se sont mises à tourner très très vite, et si elles avaient un champ magnétique, ce champ magnétique est devenu très puissant. Una estrella similar al Sol que ha reducido muchísimo su tamaño. Por esa reducción de tamaño se ha puesto a girar muy rápidamente y si tiene un campo magnético emite una radiación magnética. Et si on a un champ magnétique qui tourne très très rapidement, il va émettre des ondes radio, un peu comme un phare qu'on observerait au bord de la mer. Y un campo magnético que gira rápidamente emite una serie de ondas que podemos recibir, parecido a un faro del que podemos ver junto al mar. Donc on peut écouter ces pulsars, et je vais vous faire écouter le pulsar de Vela. Vamos a escuchar el pulsar de Vela. Bon, je peux arrêter, ça fait 12 000 ans qu'il fait exactement la même chose. Hace 12 000 años que hace lo mismo, ¿eh? Alors ce qu'on a compris, aujourd'hui on a des catalogues de pulsars, on sait que chacun des pulsars a une signature rythmique un petit peu différente, et on peut donc à partir de ce catalogue se dire, ben voilà, on a une bande de rythme, qu'est-ce qu'on pourrait en faire? Sabemos que tenemos un catálogo de pulsares y cada uno de ellos tiene una firma diferente. Si tenemos un catálogo de pulsares distintos, tenemos un catálogo de ritmos diferentes. ¿Qué podemos hacer con ello? Alors, les physiciens théoriciens et ceux qui aiment la relativité générale, ils vont commencer à les utiliser pour tester la relativité générale. Los físicos teóricos y relativistas, pues lo que quieren es utilizar esos datos y esos pulsares para hablar de relatividad. Et en particulier, c'est ça qui a donné un prix Nobel à Taylor and Hull, je crois que c'est en 1992. Y hay incluso un premio Nobel de 1992 por un trabajo de este tipo. Mais on peut s'amuser avec ces sigles-là. Et c'est ce qu'a fait un compositeur français qui s'appelle Gérard Griset. Pero también podemos divertirnos con esos ritmos, y es lo que ha hecho este compositor francés, Gérard Griset. Alors Gérard Griset avait entendu parler de ces pulsars, et il a contacté quelqu'un que vous connaissez peut-être, qui s'appelle Jean-Pierre Luminet. Gérard Griset oyó hablar de este pulsar, tomó contacto con alguien bien conocido por todos, Jean-Pierre Luminet. Et donc il a écrit à partir du pulsar cette pièce qui s'appelle Le Noir de l'étoile, dans lequel on a le pulsar qui a été capté en direct, et puis les percussionnistes de Strasbourg qui vont jouer avec le pulsar. Y ha compuesto esta obra, El Negro de la Estrella, en el que tenemos el fondo del ritmo del pulsar y los percusionistas de l'Orchestre de Estrasburgo poniendo la melodía.
Et donc les musiciens vont rentrer en dialogue avec le pulsar. Los músicos van entrando en un diálogo con el pulsar. Alors je vais vous en faire écouter un tout petit bout, ça dure presque une quinzaine de minutes, donc je peux juste prendre quelques petits extraits. Ça commence, on entend simplement le pulsar tout seul, et puis ensuite on a les musiciens qui commencent à monter. Vamos a oír un momento, al principio es solo el pulsar y después los músicos empiezan a... C'est le pulsar. Okay. El pulsar. Ça continue comme ça, donc ça se développe, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, on ne sait plus quel est le pulsar, quels sont les humains finalement, et donc il y a vraiment cette relation cosmique entre un son qui vient de l'univers et des instrumentistes humains. Poco a poco la obra se va desarrollando y se llega un momento en el que somos incapaces de distinguir entre el pulsar, el ritmo del pulsar y lo que hacen los músicos, y muestra esa relación entre lo que sucede en ese evento astronómico y la música. Alors ce qui est intéressant, c'est que comme dans la diffusion des connaissances, faites ces sons-là se sont énormément diffusés, et je vais vous donner un exemple, vous allez essayer de vous dire d'où ça vient. Je suis sûr que vous connaissez ce morceau-là, je ne vais pas vous dire ce que c'est, pour vous rendre compte, on ne parle pas de pulsar, mais que ce son a été complètement détourné de ce qu'il était initialement. Como sucede con estas cosas, se va extendiendo, va habiendo variaciones, y vamos a escuchar ahora algo que seguro que hemos conocido, pero luego nos dirá qué es exactamente. Essayez de vous rappeler hein, le pulsar de Vela. Vous connaissez? C'est quoi? Ouais, c'est Vangelis. Mais ça commençait exactement le même rythme que le pulsar de Vela. Voilà, c'est ça. Donc vous voyez, c'est ça aussi, c'est-à-dire que on ne peut pas faire une barrière entre la culture et la science découvre des choses, et ensuite les artistes peuvent les prendre, en faire ce qu'ils veulent, c'est pas très grave, ça diffuse, et c'est ça qui est intéressant, c'est cet espace de liberté qu'on peut se donner. C'est la musique de Vangelis qui commence exactement comme le pulsar de Vela. Faut que tu parles espagnol. Eso quería decir. Eso quería decir que es la música de Vangelis que empieza igual que el pulsar de Vela. Vous imaginez si on est juste passé dans un univers parallèle où c'est lui qui parle français et espagnol, je n'entends pas la conférence. Bon, donc on a des rythmes, maintenant il nous faut des instruments de musique, et puis donc je vais vous montrer que dans l'univers on a des gros tambours. Por tanto, hay ritmos, hay instrumentos de música, y vamos a ver que en el universo hay tambores enormes, grandes tambores. Alors cette histoire de tambour, elle peut commencer, je pense, à ce moment-là. Je ne sais pas si vous reconnaissez le monsieur qui est sur l'image. La historia puede empezar con esta imagen, reconocen al protagonista. Voilà, nous sommes aux Tuileries, je crois que c'est 1802, je crois. Nous sommes aux Tuileries, on a Napoléon qui est entouré de plusieurs académiciens, je crois qu'il y a Laplace, Berthollet et Lacépède. Las Tullerías, Napoleón, principios del 19, 1802, rodeado de académicos, Laplace y otros dos. Et ils observent quelqu'un qui a un archet de violon et qui fait vibrer un objet. Et ce monsieur, c'est un savant allemand qui s'appelle Ernst Chladni. Y están observando a un señor que con un arco de violín está haciendo vibrar un objeto. Es un sabio alemán que se llama Ernst Chladni. Ouais, voilà, il n'est pas très connu, pourtant. Donc c'était quelqu'un qui faisait de la physique, mais qui avait aussi inventé plusieurs instruments de musique. Et il avait une expérience pour divertir les gens, il allait de cours en cours. Un científico que había ideado una experiencia para como divertimento del público e iba de corte en corte. Il prenait une plaque en métal sur laquelle il saupoudrait du sable et il la faisait vibrer avec un archet. Y sobre una chapa de metal con arena y la hacía vibrar con un arco. Et quand les plaques vibraient, on voit le sable former des figures, qu'on appelle d'ailleurs des figures de Chladni, à la surface de ces plaques.
al hacer vibrar la arena, esa arena formaba figuras que se llaman figuras de Šlazny, y bueno, ahí hay unos ejemplos. Ça impressionne énormément Napoléon, ça l'impressionne à un tel point qu'il va demander à l'Académie des sciences de créer un prix qui sera décerné à la personne capable d'expliquer l'origine de ces figures. Es una experiencia que impactó de tal manera a Napoleón que encargó a la Academia de Ciencias crear un premio para quien encontrase la explicación a este fenómeno. Et donc ce prix va être gagné par quelqu'un qui s'appelle Sophie Germain. Un premio que fue ganado por Sophie Germain. Est-ce que vous connaissez Sophie Germain? Eh bien alors, voilà. Donc maintenant que comme on a eu Pythagore tout à l'heure, on va raconter Sophie Germain, parce que c'est très important Sophie Germain. Igual que hemos citado a Pitágoras, pues vamos a hablar de Sophie Germain. Muy importante. Oui, parce que Sophie Germain, on peut dire que c'est une des premières grandes femmes scientifiques françaises. Elle a été polytechnicienne avant même que l'école polytechnique soit ouverte aux femmes. Podemos decir que es una de las primeras mujeres científicas en Francia y que fue politécnica antes de que se abriera la escuela de Politécnica en Francia. Elle adorait les mathématiques, elle était très forte en mathématiques, l'école n'était pas ouverte aux femmes, mais elle s'est fait passer pour quelqu'un qui s'appelait Auguste Leblanc, qui était un étudiant à Polytechnique qui était malade et qui n'allait plus en cours. Sabía mucho de matemáticas, se hizo la escuela, en realidad, la escuela politécnica existía, pero no estaba abierta a las mujeres. Entonces se hizo pasar por un alumno que estaba enfermo y no podía ir. Le professeur à l'époque était Lagrange, donc vraiment ce très grand scientifique de la fin du XVIIIe siècle. Tuvo como profesor a Lagrange, con eso está todo dicho. Et il était très surpris que son meilleur étudiant ne vienne jamais à ses cours. Y estaba sorprendido de que su mejor estudiante nunca fuera a clase. Donc il a écrit une lettre pour lui demander de le rencontrer, et là il a découvert que cet étudiant était en fait une étudiante. Le escribió Lagrange una carta diciéndole a ver si nos juntamos porque quiero conocerte, y en ese momento descubrió que su estudiante en realidad era una estudiante. Et à partir de là, en fait, il l'a soutenue pour qu'elle continue à pouvoir faire de la recherche. Y quedó tan sorprendido que a partir de ese momento le apoyó para que continuase su investigación. Et donc Marie Germain a été la première à écrire un ensemble d'équations qui décrit une surface, une membrane qui vibre. Fue la primera que escribió ecuaciones para describir una superficie vibrando. Et vous voyez très bien, ça va être la première relation entre la physique et les objets qui vibrent, donc les instruments de musique, donc peut-être le début de ce qu'on va appeler l'acoustique. Y es la primera vez en la que se hace una relación entre esas superficies que vibran y la matemática. Podemos hablar que es el nacimiento de la acústica. En ce qui concerne ces figures, l'explication est assez simple. Si vous faites vibrer une corde, il y a des zones qui vibrent beaucoup, qu'on appelle des ventres, et des zones qui ne vibrent pas, qu'on appelle des nœuds. La explicación es sencilla. Si hacemos vibrar una cuerda, hay zonas que vibran mucho, podríamos llamar vientre, y zonas que vibran muy poco, que podríamos llamar nudos. Pour une plaque, c'est la même chose, mais il y a des zones qui ne vibrent pas et des zones qui vibrent beaucoup. Le sable est éjecté des zones qui vibrent beaucoup et s'accumule sur les zones qui ne vibrent pas. El fenómeno es exactamente igual en una superficie. Hay zonas de la superficie que vibran mucho y la arena se desplaza de allí, y otras zonas que apenas vibran y la arena se queda allí. Avec ces développements-là, à partir de la compréhension du lien qu'il y avait entre la forme d'un objet, ses modes de vibration et les sons qu'il émet, on peut recréer le son d'un objet en l'observant vibrer. Partiendo de esa relación, podemos crear la relación entre ese objeto que vibra y el sonido. Et ça, c'est utilisé en particulier si vous voulez étudier les modes de vibration d'un violon. Esto, por ejemplo, se utiliza para el modo de vibración de un violín, por ejemplo. Voir s'il y a un défaut dans le bois, par exemple. Para ver si hay defectos en la madera. Mais on peut le faire pour les étoiles. Pero también lo podemos hacer para las estrellas. Parce que dans les années 1960, on a découvert que notre Soleil avait des modes de vibration avec des périodes de quelques minutes. En los años 60 se descubre que el Sol tiene periodos de vibración de ciertos minutos. Il a fallu en gros une dizaine d'années pour comprendre, déjà pour se convaincre qu'il s'agissait bien de vibrations du Soleil et pour comprendre leur origine. Han hecho falta más de 10 años para comprender que son verdaderamente fenómenos producidos en el Sol y comprender su origen. Ces vibrations sont dues à la propagation d'ondes, la même chose que ce qu'on appellerait des ondes sismiques sur Terre. Son fenómenos debidos a la propagación de ondas, como ondas sísmicas en la Tierra.
La raison est que le Soleil produit son énergie dans son cœur et que cette énergie doit sortir du cœur par la surface, donc se propager vers l'extérieur. La energía producida en el centro del Sol debe de desplazarse y propagarse hacia el exterior. Et comme dans une casserole, il y a tellement d'énergie à évacuer qu'on va avoir un phénomène de convection qui va se mettre en place. Y como en una cazuela hay tal cantidad de energía a propagar que va a haber ondas de convección. Et ces courants de convection vont faire vibrer la surface. Esas corrientes de convección van a hacer vibrar la superficie. Donc une étoile, c'est vraiment un tambour. La surface de l'étoile vibre et le marteau du tambour, c'est les courants de convection. Una estrella es realmente un tambor. La superficie vibra con las corrientes de convección que son lo que golpea el tambor. Ça a donné une nouvelle branche de l'astrophysique qu'on appelle l'héliosismologie, la sismologie du Soleil. Esto ha sido una nueva rama de la física, la heliosismología. Et aujourd'hui, on est capable de mesurer de nombreux modes de vibration du Soleil. Vous avez ici le spectre de vibration du Soleil en haut, comparé au spectre de vibration pour, je crois que c'est pour un La d'un violon. Por ejemplo, arriba tenemos el espectro de vibración del Sol y lo podemos comparar con el espectro de vibración probablemente del La de un violín. Et si vous avez le spectre, en utilisant un synthétiseur, vous allez pouvoir écouter le son que ferait le Soleil s'il était baigné dans une atmosphère comme la nôtre. Por tanto, si tenemos el espectro, con la ayuda del sintetizador, podemos escuchar el ruido del Sol si lo tuviéramos en una atmósfera como la nuestra. Alors on peut écouter le Soleil. Vamos a escuchar el Sol. Alors aujourd'hui, on a des observations pour de nombreuses étoiles. Hoy hay observaciones de muchas estrellas. Et on a compris que ces spectres nous permettaient de comprendre la structure des ondes sismiques à l'intérieur des étoiles. Y hemos entendido que el conocimiento de estos espectros nos permite conocer la estructura en el interior de esas estrellas. Et donc elles nous permettent de comprendre la structure interne des étoiles, leur masse, leur densité, leur température. Al mismo tiempo que su masa, su densidad, su temperatura. Donc pour un exemple, voilà une autre étoile de nature très très différente, une étoile qui a un champ magnétique et qui tourne très rapidement sur elle-même. Esta es una estrella totalmente distinta con un campo magnético y que gira muy rápidamente sobre ella misma. Donc on voit que le son est complètement différent. Realmente el sonido es totalmente distinto. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que Sylvie Vauclair, qui est astronome à l'université de Toulouse et qui travaille sur ces sujets-là, a fait un catalogue d'étoiles et à partir de ça, elle a créé une gamme et elle travaille avec le compositeur Claude Samuel Lévin pour inclure des synthétiseurs qui utilisent des sons d'étoiles dans des compositions musicales. Sylvie Vauclair, astrónoma en el observatorio de Toulouse. El observatorio de Toulouse, ha recogido un catálogo de estrellas con sus sonidos y ha trabajado con el compositor Claude Samuel Lévin de forma a hacer una composición. Donc vous voyez, voilà un exemple dans lequel on va pouvoir enrichir nos instruments et on pourrait dire finalement que tout objet qui vibre est un instrument de musique. Finalmente enriquecemos nuestros instrumentos y podemos decir que cualquier objeto que vibra es un instrumento de música. J'ai combien d'heures encore? J'ai dépassé combien déjà? Parce que j'ai pas le rythme avec... 15 minutes. Ok, très bien. Donc ça, je le saute pour l'instant, on viendra plus tard si vous voulez. Maintenant, ce que je vais... Alors, souvent, on peut faire ça pour plein de phénomènes astrophysiques, on peut faire ça même pour des théories de la physique. Comme je l'ai dit, tout objet qui vibre peut être associé à un son. Si todo objeto que vibra podemos asociarlo a un sonido, podemos hacer esta misma experiencia con cualquier objeto, con cualquier teoría. Au début du XXe siècle, avec la mécanique quantique, on a compris que toute particule était associée à une onde, donc à une vibration. Por ejemplo, también al principio del siglo XX, con la mecánica cuántica, hemos estudiado que cualquier objeto se puede asociar a un número. Donc on peut transformer n'importe quel atome, par exemple, en instrument de musique et ainsi de suite. Por tanto, podemos transformar cualquier átomo en instrumento de música. La question pendant qui se pose, c'est est-ce qu'on pourrait apprendre quelque chose sur l'univers en utilisant nos oreilles? Pero la pregunta sería, ¿podemos aprender algo nuevo sobre el universo utilizando nuestros oídos? Et c'est ce que je vais essayer d'aborder. Je suis sûr que vous avez tous vu ce film. Y lo vamos a ver, seguramente acordándonos de esta película que hemos visto muchos. Vous avez tous vu ce film?
Oui, c'est Contact, le film Contact. La On película a Contact. Jodie Foster qui joue le rôle de Ellie Haraway. Jodie Foster con el papel de Elia Holloway. Et Ellie, c'est une astronome dont le papa est mort et qui travaille dans le programme SETI de recherche d'intelligence artificielle. Ellie, Extraterrestre, pardon. una astrónoma que su padre ha muerto y que trabaja en el programa SETI de búsqueda de inteligencia extraterrestre. Alors en général, quand on a des observations astrophysiques, on va utiliser des logiciels pour rechercher certaines signatures particulières parce qu'on recherche des phénomènes que l'on a modélisés. Cuando observamos un fenómeno astronómico, buscamos un programa que nos sirva para modelizar ese objeto. Mais Ellie, elle pense qu'en écoutant les signaux, elle va pouvoir, avec ses oreilles, pouvoir détecter des signatures particulières. Y Ellie piensa que dándole un sonido a ese objeto, escuchándolo, va a poder encontrar algo nuevo. D'une certaine façon, c'est ce que fait toujours notre cerveau. Quand vous apprenez, finalement, vous êtes baigné dans de nombreux signaux et il y a un moment, la répétition de certaines signatures vont prendre du sens pour vous. Al final nuestro cerebro hace algo parecido. Escuchamos señales y la repetición de esas señales hace que al final nuestro cerebro aprenda algo nuevo. Alors dans le film, elle arrive à détecter ces signaux avant les ordinateurs. En la película, ella llega a detectar esas señales antes que los ordenadores. Mais est-ce que dans le monde réel, on peut vraiment étudier l'univers en l'écoutant? En la realidad, ¿seríamos capaces de estudiar el universo escuchándolo? Alors il se trouve qu'il y a presque une dizaine d'années, alors que j'étais à l'université du Cap, j'ai rencontré une astronome qui était aveugle. Hace algo más de 10 años, en una universidad, me encontré con una astrónoma que era ciega. Alors Wenda Diaz est costaricaine, elle a fait une thèse en astrophysique et à l'âge de 27 ans, elle a perdu la vue à cause d'une maladie. Wenda Díaz, de Costa Rica, hizo una tesis en astrofísica y a la edad de 27 años perdió la vista. Et elle a voulu continuer à faire de l'astrophysique, à étudier les phénomènes. Mais comme elle ne pouvait plus voir les courbes, elle a commencé à transformer les observations en son pour essayer de comprendre les données qu'elle mesurait. Ella ha querido seguir estudiando, pero como no podía observar, leer los espectros, pues los transformaba en sonido para poder seguir trabajando. Et aujourd'hui, elle développe des outils pour que les enfants aveugles puissent avoir accès aux données, puisqu'on vit dans un monde de big data, comme on dit, et pouvoir écouter les données, que ce soit les cours de la bourse, que ce soit l'astrophysique, que ce soit n'importe quoi, est quelque chose de très important pour pouvoir trouver un emploi. Y hoy trabaja con alumnos ciegos para suministrarles sistemas que transformen en sonido cualquier tipo de dato, lo que les permite tener un acercamiento diferente a esa realidad. Il a écrit beaucoup de morceaux qui s'appellent le catalogue d'oiseaux, inspirés par les chants des oiseaux. Además de ser un compositor, es un amante de los pájaros y ha escrito una obra, El catálogo de los pájaros, inspirado en el sonido de estos. Alors ici, vous avez une partition, voilà, un chant d'oiseau reproduit par Olivier Messiaen. Et si vous enregistrez le chant, voilà ce que vous obtiendriez en termes de diagramme comme celui-ci. Abajo la partitura y arriba el espectro que se obtendría graficando esa partitura. Et donc on peut comparer la retranscription par l'oreille humaine, c'est-à-dire par la composition d'Olivier Messiaen, et l'enregistrement sonore direct de la nature. Y podemos comparar lo que el oído humano va a oír con el registro de la naturaleza. Alors, on a montré, donc il y a des ornithologues et des musiciens qui ont travaillé, qui ont montré que ça correspondait très très bien. Et le plus simple pour vous le prouver, je vais vous faire écouter un oiseau et sa retranscription par Olivier Messiaen. Ornitólogos y músicos han trabajado en este tema, visto que la unión era bastante clara, y nosotros lo que vamos es a oírlo y ver qué nos parece. Donc voilà la grive, enregistrée d'abord, donc vous essayez de la mémoriser, et ensuite la composition de Messiaen. Primero el pájaro y luego la composición.
voyez à quel point l'écoute du musicien était très proche finalement de l'enregistrement de l'oiseau. Realmente la composición del músico muy próxima al canto del pájaro. Alors ce qui est intéressant, c'est que aujourd'hui, ce genre d'enregistrement peut être très utile, en particulier pour étudier la biodiversité. Este tipo de estudios pueden ser muy útiles hoy para estudiar, por ejemplo, la biodiversidad. Il y a un artiste qui s'appelle Bernie Krause qui a enregistré la nature depuis presque 40 ans. Un artista que ha estudiado la naturaleza desde hace ya... Bernie Krause. Bernie Krause. Krause. Et en fait, il y a 40 ans, on ne s'intéressait pas à la biodiversité, et en écoutant, en analysant ces enregistrements aujourd'hui, on arrive à mesurer la biodiversité qu'il y avait à l'époque. Hace 40 años no nos interesaba la biodiversidad. Hoy, analizando los registros de este señor, pues somos capaces de estudiar la biodiversidad que había en aquel momento, hace 40 años. Voilà, donc de retrouver de l'information qui avait été perdue d'une certaine façon. Alors on peut faire ça aussi avec de l'astrophysique. Y esto lo podemos hacer también con la astrofísica. Donc voilà ici le spectre pendant une éruption solaire. Vous avez le temps toujours et puis les fréquences. Et là, il y a un phénomène physique que je ne vais pas expliquer, mais l'important c'est d'écouter ce phénomène physique et de se dire est-ce que si j'écoute simplement, je pourrais comprendre que la structure que j'ai ici. Como siempre, en el eje de abajo el paso del tiempo y iremos viendo cómo la idea es que esa transformación en sonido nos pueda hacer ver, entre comillas, la imagen de esa erupción solar. Donc vous voyez, on entend quelque chose qui va des aigus vers les graves, donc des transferts d'énergie de haute énergie à basse énergie, puis à un moment, un choc, peut-être une onde de choc. Ahí se escucha de los agudos a los graves, como si fuera de las altas energías a las bajas energías, y de repente, al final, un choque. Donc en fait, on peut s'amuser à écouter de nombreuses observations astrophysiques et à les visualiser sans pour autant avoir à regarder des courbes ou même à écrire des équations. Por tanto, se pueden escuchar todo tipo de composiciones sonoras de fenómenos y identificarlos después con su imagen. Donc voilà, ça finit un petit peu, voilà quelques exemples par rapport à cette relation entre la musique et notre univers. On voit que c'est une relation qui est finalement millénaire. Hemos visto, con estos ejemplos, la relación entre la astronomía y la música, una relación que es milenaria. C'est aussi une relation d'inspiration. On pourrait faire une très longue liste de compositeurs qui ont été inspirés par des phénomènes astrophysiques. También es de inspiración. Hay muchos compositores que se han inspirado para sus obras en fenómenos astrofísicos. Et peut-être que pour finir, on peut se rappeler ce que j'ai dit au départ sur ce mot cosmos, sur cette émotion que l'on a quand on regarde ce ciel qui est finalement toujours aussi mystérieux. Y para terminar, volvemos al concepto de cosmos, esa emoción que sentimos al observar ese cielo. Et de se rappeler finalement que quand nous parlons du ciel, on parle avant tout de nous qui regardons le ciel, et aussi dans la musique, quand nous parlons de la musique, nous parlons de la musique que nous produisons. Hablar que cuando observamos el cielo hablamos de nosotros observando el cielo, de la misma forma que cuando escuchamos música estamos hablando de nosotros haciendo y escuchando esa música. Donc on parle beaucoup, en parlant de science et de culture, on parle avant tout de l'homme, de l'être humain. Hablando de ciencia y de cultura, hablamos del ser humano. Alors comme c'est l'espace, on pourrait se dire, mais en fait, qu'est-ce qui se passerait s'il y avait des extraterrestres? Est-ce qu'ils auraient aussi de la musique comme nous? Como hablamos del espacio, si hubiera extraterrestres, también tendrían música como nosotros. Alors, vous savez qu'en 77, la sonde Voyager avait un disque d'or à son bord et dont le contenu avait été choisi en particulier par Carl Sagan et une petite équipe de la NASA. En el año 77, la sonda Voyager lleva música elegida por un equipo de la NASA. Le Golden Record, c'est ça. Le Golden Record. Donc il y a des informations sur la position de la Terre, la physique et tout ça, et de l'autre côté, on a un disque avec de la musique dessus, qui est gravé. On a aussi deux discours, il y en a un de Jimmy Carter et l'autre de Kurt Waldheim. Por un lado, unas descripciones de nuestra situación, la galaxia, y por el otro lado, registros de música, y con algunos discursos, uno de Jimmy Carter, otro más.
Alors la question qui se pose, imaginez que vous puissiez faire ça. Quelle musique, vous, enverriez-vous aux extraterrestres? ¿Qué música enviaríamos nosotros a los extraterrestres si tuviéramos que decidir nosotros? Parce que vous imaginez, hein, le jour où les extraterrestres les trouvent, ils vont dire « Ah, les humains, c'est ça ». C'est très important. Sería la forma en que nos ven. Alors voilà la liste de la musique qui a été choisie et qui a été envoyée sur la sonde Voyager. Donc on voit qu'on a de la musique classique, mais pas que. Ils ont quand même pensé à mettre des musiques de différents pays, Nouvelle-Guinée, Japon, Azerbaïdjan et ainsi de suite. La lista de música que va en la sonda Voyager, no solo música clásica, sino también música de diferentes países y de diferentes tipos. Alors quand j'ai découvert cette liste, la première chose que je me suis dit, j'ai imaginé l'extraterrestre qui trouvait ce disque, qui l'écoutait pour la première fois et qui pour la première fois de sa vie écoutait les concertos brandebourgeois de Bach. Et je me suis demandé si il ou elle, parce qu'on ne sait pas pour les extraterrestres comment ça se passe, avait des émotions. Me pregunto si ese extraterrestre que vaya a encontrar esta sonda y que oye por primera vez el concierto de Brandenburgo de Bach, si va a sentir la misma emoción que puedo sentir yo. Je ne sais pas, mais je vais m'arrêter là-dessus. Et juste pour vous dire que toutes ces histoires et plein d'autres, en fait, je les ai résumées dans un livre qui est celui-ci, qui porte le même titre que la conférence, où en fait il y a énormément de ces relations, bien plus que celles que je vous ai racontées ici, qui sont racontées suite à ce projet qui est parti avec des enfants. Y hasta aquí hemos llegado y deciros que estas experiencias y muchas más están recogidas en este libro, La armonía secreta del universo, que nació de ese trabajo con los alumnos. Je vous remercie beaucoup. Muchas gracias.